Parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis, le balado où on parle à peu près de tout. Habituellement, on essaie d'avoir des sujets d'intérêt et surtout des gens d'intérêt. Aujourd'hui, Sylvain Charlebois est économiste. Il l'était hier aussi, puis il va l'être demain. Il est professeur en distribution politique agroalimentaire à l'Université d'Alousie en Nouvelle-Écosse, analyste, conférencier, podcasteur. Avec lui, c'est l'heure d'une mise à jour dans le secteur économique en pleine mutation, c'est-à-dire l'agroalimentaire. Bonjour Sylvain, comment allez-vous? Ben, ça va très bien, vous. Comment vont les gens de Québec? Les gens de Québec vont bien, un petit peu emboucanés comme, comme tout le monde. Oui, c'est ça. Exactement. Et dans le doute à savoir si je vais prendre mon petit Coke Zéro aujourd'hui avec l'aspartame, parce que c'est la nouvelle, c'est une des dernières nouvelles qui est frais. On peut en profiter pour en parler un petit peu d'entrée de jeu. Donc, l'aspartame qui est présent, on parle des liqueurs diète, mais aussi de la gomme sans sucre et autres. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça dit exactement, la nouvelle? Qu'est-ce qu'on apprend, Sylvain, cette semaine? Ben, d'abord, l'aspartame, c'est un ingrédient qui est utilisé partout, là. Il y a 6000 différents produits vendus au Canada qui incluent l'aspartame. Donc, c'est pas rien, là. La raison pour qu'on utilise l'aspartame, c'est pour amener un goût sucré à un produit sans nécessairement ajouter des calories. Donc, c'est un remplacement du sucre. Mais aussi, l'élément le plus important pour les transformateurs, c'est que c'est un ingrédient qui est pas cher. Qui est Ah oui, pas je savais cher. pas. Ouais, c'est pas mal moins cher que le sucre. OK. Alors, c'est pour ça que, évidemment, depuis des années, on utilise l'aspartame. Mais depuis des années, la science n'a pas toujours été, disons, favorable à l'utilisation C'est d'aspartame. vrai que ça a Et été puis, questionné quand même plusieurs fois. femmes enceintes, enfants, en tout cas, il y a beaucoup d'études qui démontrent que peut-être trop d'aspartame, c'est un problème. Mais c'est comme n'importe quoi, hein, Gilles, vous savez, L'équilibre? la modération, exactement. Mais ce qui s'en vient, ce qu'on a appris cette semaine, de par Reuters, c'est que justement au mois de juillet, l'Organisation mondiale de la santé va justement déclarer l'aspartame comme étant possiblement cancérigène. Ce qui a dérangé beaucoup de monde parce qu'il y a 90 pays, incluant le Canada en passant, qui jugent que l'aspartame n'est pas un ingrédient dangereux. Alors, ça a semé un peu la controverse quand ça a Oui. été annoncé, là, ou quand la fuite a eu lieu cette semaine. Il y a plusieurs pays qui ont fait des sorties pour contrer justement la fuite, là, ou les effets de la fuite, OK. incluant Santé Canada. C'est dans le fond, quand j'entendais parler des dangers de l'aspartame, je me rappelle d'avoir demandé au docteur Chicoine qui était devant moi à la radio, puis je le voyais avec un diète 7-Up, j'avais dit « Ah, mon Dieu, vous prenez de l'aspartame. » Il m'avait dit à partir de 16 à 20 canettes par jour, c'est dangereux. Fait qu'il dit, si t'en prends pas 16 à 20, calme-toi les nerfs, là, si t'en prends une par jour ou 5 par semaine. Est-ce que c'est encore vrai, la quantité importe? Oui, c'est important de le soulever, Ben docteur oui. Chicoine avait raison. C'est pour ça, puis dans la déclaration ou dans la fuite qu'on a vue de Reuters, on fait pas mention de quantité non plus. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention, puis il faut aussi se rappeler que l'OMS a déjà déclaré la viande, le bœuf, comme étant possiblement cancérigène. Et puis ça l'a mal passé aussi. Ça, c'était en 2015, ça. La charcuterie donc, pour ce qui est des produits alimentaires qui sont cancérigènes et non pas possiblement cancérigènes, on a l'alcool et puis on a la charcuterie. Mais là, on parle de possiblement cancérigène et au sein de ces catégories-là, il y a le bœuf et bien sûr l'aspartame dans quelques semaines. Vous parliez de modération et d'équilibre, c'est à peu près vrai pour tout. On peut prendre n'importe quel ingrédient, même les gens qui parlent de McDo ou du fast-food. Si tu manges 3 Big Mac par jour, ça peut arriver que Exact. tu aies des problèmes, mais un par mois, d'après moi, si tu ne meurs pas de ça. Là. Je pense que c'est important de se rappeler Oui, ben que oui. pour l'alimentation, on a le droit de se gâter, là. On a le droit de manger La des choses qui poutine, nous tentent. Ouais, la poutine, ben oui, absolument. il faut faire honneur à Mais notre mets national. mais si on mange une poutine à tous les jours, Non, 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 là, ça marche on pas. va on va aller à l'hôpital assez rapidement. C'est sûr. Je Ouais. voulais qu'on parle du forum, en fait, la communauté mondiale, le Forum économique mondial qui dit que l'impact de la crise du coût de la vie est la menace la plus grave pour la communauté mondiale actuellement. Donc, c'est majeur parce que c'est assez généralisé. Est-ce que vous êtes surpris de cette annonce-là du Forum économique mondial? Non, pas vraiment. C'est quand même assez important, à Ça mon touche tout le avis. monde, hein, dans le fond, c'est Ça ça? touche tout le monde.
Oui, à tous les jours, à tous les jours. Alors, c'est important de se le rappeler et puis évidemment, avec tout ça, il faut faire de la recherche, améliorer nos systèmes, les entreprises le savent, Mhm. on en parle à tous les jours là, on peut pas se le cacher puis à chaque jour, en fait, on nous rappelle que justement, il faut faire mieux, là. Oui. Là, Ouais, ça nous amène à parler du Bureau de la concurrence. Il y avait une enquête qui avait été lancée. On attendait les résultats qui sont arrivés il y a quelques jours. Et ouais. essentiellement, ce qu'on dit, c'est qu'il manque de concurrence et c'est ce qui contribue à garder les prix élevés. Est-ce que je résume bien ou il manque des bouts? Ben, le bout le plus important, c'est que le bureau de la concurrence veut plus de concurrence. C'est c'est à peu près ça. Mais dans le fond, c'est comment on fait pour justement, parce que, tu sais, est-ce que parfois trop de concurrence? C'est ça qui est moi, j'ai toujours trouvé que les Québécois, les Canadiens ont une relation bizarroïde avec le concept de la compétition. On n'aime pas la compétition, alors on nous donne des sociétés d'État, on nous offre aussi, des balises, des barrières interprovinciales Les et règles. tout ça, on est à l'aise avec tout ça jusqu'au moment où ce que les prix deviennent un problème et si les prix deviennent un problème, on s'attend au gouvernement de régler le problème pour nous. C'est un peu bizarre, Ouais. là, mais dans le fond, le rapport, du bureau de la concurrence, j'ai toujours d'abord, c'est pas une enquête, c'est une étude. Moi, je pense que l'étude était vraiment faite pour le bureau de la concurrence, OK. elle-même et non pas pour, les Canadiens, là. Je pense qu'ils vont utiliser le rapport pour faire du lobby, pour, se faire octroyer plus de pouvoir parce qu'actuellement, Gilles, vous savez, c'est un peu le bordel, là, au sein de la filière. Il y a des gens qui accusent, certaines bannières de charger trop cher, d'augmenter les prix de façon artificielle. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais où est-ce que je pense qu'il y a du ménage à faire? C'est au niveau de la collusion ou possible collusion. Il y a une culture au sein de la filière, je pense, qui amène certaines entreprises à, à, à coordonner des stratégies de prix qui amènent à la collusion, par exemple. L'histoire du pain, Oui, le pain, l'en- ben l'en- oui. l'enquête dure depuis 8 ans, c'est toujours pas réglé. Il y a aussi des soupçons par rapport à la viande. Il y a aussi des problèmes au niveau des fruits de mer. Alors, à chaque fois que le bureau démarre, lance une enquête, ces enquêtes-là sont toujours interminables. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est pour ça que les gens se sentent plus ou moins à l'aise avec le système qu'on a actuellement. C'est drôle parce qu'on le comparait souvent, Sylvain, à l'essence, au prix de l'essence, qui, comme par hasard, est quasiment toujours semblable un peu partout. Mais là, depuis un mois ou deux, je vois des choses que j'ai jamais vues, journaliste depuis 30, 40 ans. Là, on voit par exemple, au Saguenay, 1,50 le litre. Ici, à Québec, on est à 1,81. J'ai dit, coudonc, on était à 200 kilomètres. Puis, tu sais, pour l'essence, je parle pour l'essence. Fait que je me dis, est-ce qu'on pourrait voir dans l'alimentation un des big three, un des grands, monnaie vouloir s'échapper puis baisser les prix? Si c'est pas Walmart, on parle Moi, pour moi, là, si j'ai bien entendu ce que vous me dites, il y a bien sûr les trois grands, Loblaw, Metro et Sobeys, mais il faut rentrer là. Je pense qu'il faut additionner Walmart et Costco pour ce qui est des Québécois, entre autres. Oh, absolument, absolument. C'est Alors, le c'est pour Big ça Five, que dans le fond. c'est le Big Five, mais vous savez, Gilles, il y a des oligopoles au Canada, au Québec, où il y a seulement que 2 entreprises, là. Là, on en a 5. Fait que puis il y a rien de mal à avoir un oligopole. Le problème qu'on a, au sein de la filière agroalimentaire, c'est qu'il y a certains joueurs, notamment Loblaws et Walmart, là, qui abusent, là, de leur pouvoir, là. Ils vont trop loin, ils étouffent les transformateurs, on élimine les indépendants. Alors, c'est pour ça que le code de pratique le code de pratique, en fait, c'est un code qui est très important, à mon avis. On en parle dans le rapport. Ça n'a rien à voir avec le bureau de la concurrence, mais ça a tout à voir avec la concurrence comme telle. Puis le code, pour instaurer plus de discipline, on offrirait aux entreprises une place sécure pour négocier, pour régler les litiges. Et à long terme, on offre plus de choix, plus de compétition aux consommateurs. Alors, c'est une bonne chose d'endosser le code de pratique qui devrait sortir d'ici les prochains mois, là. Souvent, les producteurs ou les revendeurs vont dire quand il y a trop de codes, trop de règles, ça devient compliqué. Puis s'il n'y en a pas, ben c'est le bordel. Fait que finalement, c'est de trouver. Encore là, on revient à l'équilibre, c'est ça qu'on va chercher.
Exactement. Dans le fond, c'est de rééquilibrer les rapports de force au sein de la filière. Moi, je le vois chaque jour. Il y a pas, là, actuellement, ceux qui dominent, ce sont les bannières. Le code pourrait rééquilibrer les choses. OK. Ouais. Juste pour en fait, la compréhension de tout le monde, on ne peut pas présumer rien, mais quand on parle des trois grands, Loblaw, Metro et Sobeys, dans l'ordre, c'est qui les plus gros? C'est pas égal, ça, en tant que force canadienne, non? En fait, la compagnie qui crée et tue certaines entreprises, c'est Loblaws. C'est eux Les autres les Loblaws, plus gros. C'est ouais, les plus gros? OK. c'est les plus gros. Deuxième, c'est Empire, Sobeys et GA. OK. Ce sont les deuxièmes. Ce sont les deux joueurs nationaux. OK. Ensuite, pour la troisième place, il y a une petite guerre, là. C'est vraiment, c'est Metro, Walmart et Costco. La différence, c'est que Costco et Walmart ne se consacrent pas entièrement à l'alimentation, on s'entend. Ils vendent d'autres choses, Ben mais oui, pour ce qui oui. est du volume de vente, les trois sont à peu près semblables. Puis est-ce qu'on a vu dans les chiffres, avec l'apparition de la pandémie, mais surtout les taux d'intérêt qui ont monté et le taux d'inflation, est-ce qu'on a vu des Walmart et Costco voir leur part augmenter? Euh, Je veux dire dans l'alimentation, évidemment, là. Walmart réussit très bien, Costco aussi. OK. Je sais pas, Gilles, si vous allez à Costco souvent, mais les stationnements sont pas mal pleins souvent. Mais moi, j'ai fait le switch contraire. Moi, j'étais chez Costco pendant 10 15 ans et comme je trouvais, en fait, je vais être bien simple, pour aura les pâquerettes, ce qui m'énervait de Costco, c'est que, mettons, j'avais une sorte de céréales que je voulais. Eux autres, ils m'en imposaient trois avec des gros formats qui ne m'intéressaient pas, qui faisaient que fallait que j'enlève l'air pour pas que ça. Vraiment, ça ne me convenait pas. Fait que j'ai dit, quand j'ai vu Walmart qui offrait toutes les sortes, j'ai dit ça, j'aime ça. Les prix sont bons, mais aussi j'ai une variété. Donc, on nous a habitué à une variété qui me plaît, puis ma sorte de beurre d'arachide, j'avoue. Puis quand j'arrive chez Costco, ils l'ont pas, ils en imposent deux, puis c'est ça, puis ferme ta gueule. Moi, ça m'énerve, vraiment. Ça, En c'est fait, très, très personnel pour moi. non, non, mais en fait, Costco, le modèle d'affaires est très simple, hein. Costco, c'est une banque, hein. C'est une boîte avec 4000 produits. C'est 4000 à chaque fois. Et c'est 15%. Donc, si vous achetez un beurre d'arachide, un pot de beurre d'arachide à, je sais pas moi, 8 $, eux, ils font 15%. Puis, ils vendront pas ce produit-là s'ils peuvent pas faire 15%. C'est comme ça que ça fonctionne chez Costco. Et ils financent pas leur inventaire, puis ils vous chargent 60 $ pour avoir le droit d'acheter chez eux. Mhm. Donc, ils génèrent 300 millions de revenus au Canada sans même vendre un seul produit. Ça, c'est les cartes, c'est ça? C'est les cartes, effectivement. Donc, c'est 5 millions de membres chez Costco. Donc, le modèle d'affaires est incroyable. Moi, j'ai énormément de respect. Et en plus, les salaires moyens chez Costco est de 22 $ de l'heure. Quand C'est même. des Non, gens mais qui moi, gagnent bien. je On ne peut faire une blâme. carrière à Costco. Je blâme pas le Ouais. produit. Moi, j'ai été là 15 ans. Fait que ça me convenait. Mais quand j'ai comparé avec ce que Walmart m'offrait maintenant, qu'on est deux à la maison, ma blonde et moi, ça me convenait plus. Fait que Et Walmart, c'est vraiment un autre, c'est la logistique. Sa force, c'est sa l'inventaire, logistique. on disait qu'il y a un des inventaires directs les plus forts au monde, Ouais. Walmart. C'est vrai, ça? Absolument, absolument. C'est vraiment là, c'est une entreprise qui réussit très bien à vous offrir ce que vous avez besoin au moment où vous en avez besoin, là. Donc, c'est vraiment ça la logistique, là, et ça leur permet de vous offrir un bon prix pratiquement à chaque fois. Comment est-ce que le gouvernement fédéral canadien, dans le cas du rapport du Bureau de la concurrence, devrait intervenir ou, je ne sais pas, moi, pour les produits de base, est-ce qu'il devrait imposer des choses ou laisser la libre concurrence, justement? Ben, c'est la libre concurrence. Moi, à mon avis, c'est ce que le rapport soulève, là, Mhm. du Bureau de la concurrence, c'est que chaque palier de gouvernementaux ont un rôle à jouer. Je vais vous donner un exemple. Tu sais, dans le cas des municipalités, puis je sais que ça se passe dans la région de Québec, là, c'est que souvent, il va y avoir un épicier qui va bâtir un nouveau magasin. Et cette bannière-là va arriver avec un paquet de conditions pour empêcher l'autre de bâtir en face, de l'autre côté de la rue, genre. OK. Ou ils vont s'installer dans un centre d'achat et ils vont forcer le propriétaire à ne pas laisser d'autres concurrents s'établir dans le même centre d'achat. C'est ce genre d'affaires-là qui fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile de baisser les prix. Et c'est pour ça que moi, j'ai bien aimé le rapport pour ça, parce que
là, on réalise que c'est pas juste au fédéral que les choses peuvent se jouer, c'est vraiment au niveau provincial et au niveau municipal aussi. OK. Ouais. Mais longtemps, quand on s'est parlé ensemble, Sylvain, pour justifier les prix élevés à l'épicerie dans les 2 dernières années surtout, on a parlé des protections exigées pour la COVID, la guerre en Ukraine, l'approvisionnement difficile. Est-ce que tout ça s'est résorbé? Est-ce que c'est encore une variable qui explique les prix élevés? Ben, c'est pas mal réglé, à mon avis. C'est sûr que ce sont des événements majeurs. Ça prend quand même du temps, mais vraiment, ce qui affecte le plus les prix présentement, c'est l'incertitude. Il y a aussi les changements climatiques. Nous, on le voit là, actuellement, dans le cas, par exemple, du cacao, du café. Il y a certaines denrées qui sont affectées par le climat, le bœuf, en passant, le bœuf, on s'attend à ce qu'il augmente parce qu'il y a une sécheresse dans le Midwest américain. Le maïs va être plus cher, donc les producteurs de bœuf se débarrassent de leur bétail parce que ça coûte trop cher pour les nourrir. Ce genre d'affaires-là, là, Mhm. souvent, là, on s'en aperçoit pas comme consommateur, mais le climat comme tel influence beaucoup les décisions que prennent les agriculteurs. Mais est-ce que dans un moment comme celui qu'on vit où tout est plus cher, les choix qu'on fait sur place dans les magasins, monsieur, madame, tout le monde, on pense acheter du bœuf, on arrive, on se rend compte que, je sais pas, le bœuf est à 8,99 la livre, mais le porc est à 2,99 à côté. Ah, coudonc, on va manger du porc. Les décisions comme ça qui font que, par exemple, on prévoit vendre tant de viande, mais finalement, les gens ont switché sur une autre viande. Est-ce que ça peut faire baisser les prix? Mettons qu'ils ont des stocks invendus. Je me disais, parce qu'on me dit tout le temps en alimentation, regarde les fascicules qu'on sort, sont faits 2, 3 semaines d'avance. Fait que là, je me dis, si tout est prévu d'avance, mais que nous, on agit de façon désordonnée comme consommateur, qu'est-ce que ça fait sur l'approvisionnement, puis les ventes, puis les prix? Ah, c'est sûr qu'on a plus de pouvoir qu'on le pense. Mhm. Souvent, les gens, depuis un an, là, ils se sentent vulnérables, mais quand on regarde l'économie agroalimentaire, Gilles, les consommateurs ont beaucoup plus d'influence sur les prix qu'ils le pensent. Si il y a un produit qui vous tente, puis vous arrivez à l'épicerie, puis ce produit-là est trop cher, ben, achetez-le pas. C'est tout. Puis la semaine suivante, probablement que ce produit-là va être moins cher. Fait que c'est pour ça. Et contrairement au gaz, contrairement à l'essence, où il y a un seul produit, lorsque vous visitez un magasin, il y a quoi, 20 000 produits? Mhm. Il y a sûrement un substitut à quelque part qui va vous tenter, qui coûte moins cher pour cette semaine-là. Alors, soyez patient, puis Mhm. vous allez voir, vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous le pensez. Je vais abuser de vos connaissances pour vous poser une question que tous mes amis posent, puis dans le fond, je ne suis même pas sûr qu'on a la bonne réponse. Fait que on a remarqué depuis quelques années que les offres multiples et les rabais avec des multiples achats se multiplient, c'est le cas de le dire. Donc, 3 sacs de chips pour 9 piastres, si vous en achetez 4, c'était pas comme ça il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Qu'est-ce qui a amené les... En quoi c'est plus payant? Je veux juste savoir la stratégie derrière ça, parce que c'est généralisé, là, tout le monde le fait. Ah ouais. Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si, si on magasine de la même façon maintenant qu'il y a un an, là, c'est sûr qu'on perd de l'argent, là. Fait que c'est sûr qu'il faut s'adapter. Oui, Puis il y a une chose que je me remarque en parlant aux gens, c'est que souvent ils disent: «Ah mon Dieu, il faut que j'aille dans les grandes surfaces, les magasins à rabais», mais dans la région de Québec ou même ailleurs, là, il y a beaucoup de beaux magasins indépendants qui peuvent offrir des rabais quand même assez intéressants tout de même, là. Donc, oui. moi, pour développer un portfolio de magasins intéressant, là, j'irais avec une bannière, un magasin normal, là, à de grandes surfaces, un magasin à rabais, genre Super C, Maxi, là, et finalement, un magasin indépendant qui est proche de chez vous. Moi, c'est ce que je ferais, c'est ce que nous, on fait, puis on épargne énormément d'argent. Mais quand je vois les magasins, ben, en fait, il y a une logique là-dedans. Mais par exemple, si je vais au Grand Marché à Québec, puis je vais Ouais, au producteur directement qui a sa table, souvent, je remarque que c'est moins cher qu'à l'épicerie parce ouais. il y a une cote de moins qui se prend, là. Ouais, ben, dans le cas du maraîcher, non Oui, transformé, produits frais, le Grand Marché de Québec va vous offrir de très, très bons prix. C'est sûr que pour ce qui est des produits du terroir, des produits transformés, confitures, sauces, tout ça, mhm. là, on parle de produits de très bonne qualité, mais ces produits-là
citron est probablement plus cher, mais si vous vous attardez comme aux fraises de Québec, là, ou les bleuets plus tard cet été, c'est sûr qu'au grand marché, vous allez trouver de très bons rabais comme dans les magasins. J'ai remarqué que les bannières, bon, le choix du président, la carte de fidélité était là depuis longtemps. J'ai remarqué que et IGA et Métro ont switché. Ils ont comme dit, on va arrêter de se cacher derrière des bannières qui nous appartiennent. Jean Coutu, Brunet, toute la même carte, puis les affiches partout. Est-ce que ça, c'est lié au fait que les gens en magasin sont plus infidèles que jamais, qu'on a changé, qu'on a semblé donner des cartes rabais plus simples à utiliser pour les consommateurs? Ben, en fait, on n'a jamais été fidèles. C'est comme les mariages au Québec. C'est un trait québécois, on n'est pas... Non, ça doit être canadien, l'infidélité. On court les bons prix, non? Ouais, c'est ça, exactement. Justement, j'en parlais cette semaine avec quelques collègues. C'est le prochain champ de bataille là, pour les bannières, là. On va vouloir s'attarder Garder à son monde. développer C'est ça, mais l'autre chose, c'est l'intelligence artificielle. Quand on garde notre monde, quand on fidélise notre clientèle, on accumule une chose précieuse qui s'appelle de l'information. Et puis, les bannières vont vouloir nous connaître. Tu sais, Gilles, vous savez, avec l'intelligence artificielle, certaines technologies pourraient permettre à certaines bannières de savoir quand est-ce que vous allez devenir, admettons, vegan, avant que vous le sachiez vous-même. Tu sais, c'est là où on s'en va, là. Puis on peut pas le faire sans fidéliser une clientèle et sans accumuler une quantité énorme de données. Puis j'avoue que quand vous parlez de ça, puis c'est drôle, puis ça m'amène à faire une réflexion que je faisais à ma blonde cette semaine. Je vois tout ça, puis j'ai même pas fait le lien, pourtant c'est évident, là, mais à vous écouter. Mais je suis allé sur l'application Métro pour aller voir les rabais, puis là, je regardais tout ce qu'il y avait comme rabais qu'on proposait. Mais tout ce qu'il y avait là, c'est des affaires que j'achète tout le temps, genre champignons, je sais pas trop, peu importe, là, Ouais. Fait que j'ai dit, OK, eux autres, ils ont comme noté ce que j'achetais, ils savent, puis ils me disent, regarde, monsieur Parent, vous pourriez aimer ça, ça, ça. Ça se fait déjà sur le web, on sait, aussitôt qu'on magasine une paire de sandales, il y a des annonces de sandales partout où on va. Mais là, c'est un peu ça qu'ils veulent faire, dans le fond. Ils veulent retracer nos besoins, nos Ben, achats habituels. Amazon le fait déjà en Ah ben oui, passant. Hein? absolument. Ah oui. Fait que c'est pour ça, tu sais. Puis au niveau commercial, c'est sûr qu'une bannière va vouloir savoir quand est-ce que vous allez délaisser une marque ou un produit au profit d'un autre Mhm. genre. Tu sais, c'est ce genre de comportement-là. C'est de comprendre le comportement du consommateur avant qu'il ou elle décide ou c'est là où on s'en va. Alors, c'est pour ça que l'industrie se prépare là, à l'ère intelligence artificielle de plus en plus. On n'a rien vu. Ça va être encore plus intense, Alors, à le mon avis, on n'a côté. rien vu encore. OK. D'ailleurs, en fait, ce qui est ironique avec la filière agroalimentaire, là, si vous parlez aux producteurs agricoles dans votre région, pour ce qui est de l'intelligence artificielle et de nouvelles technologies, les producteurs agricoles, ça fait longtemps qu'ils ont embarqué, là. Ça Ah fait ben très oui. longtemps. Et les consommateurs, en passant, nous, on utilise l'intelligence artificielle, quoi, 25-30 fois par jour? Tu sais, Google, Ben oui, ben Uber, oui, ben oui. Skip, Oui, oui, oui. c'est tout de l'intelligence artificielle. On s'en rend pas compte, mais l'intelligence artificielle fait partie de nos vies déjà. Mais entre les deux, là, la transformation, le détail, la distribution, là, il y a toujours une petite gêne avec, parce qu'on voulait pas compromettre les traditions, la culture. On voulait pas compromettre l'expérience client, et cetera. Mais là, depuis la COVID, là, il y a une réflexion approfondie au sein de l'industrie qui amène beaucoup d'entreprises à adopter de plus en plus de nouvelles technologies, justement pour mieux prévoir, mieux planifier. C'est drôle parce que technologie, science et avancement de la recherche, mon beau-père, à un moment donné, il dit, veux-tu venir voir une traite de vache dans une exploitation agricole de grande surface? Oh, j'arrive là. Moi, j'avais connu quand j'étais jeune, là, tu sais, la traite à la main, mais avec des machines qu'on entrait dans Ah ouais, chacun des pieds, mais là, t'as exact. peu, Ah là. ouais, Là, c'est des gros tourniquets automatiques, puis les vaches rentrent là-dedans avec des panneaux automatiques qui ouvrent, qui ferment, puis tout ça fait ah tout ça. ouais. Mais là, le Il y a des producteur, il dit, machines à ah massage ouais. pour les vaches. Puis, Producteur, il dit on n'a pas le choix, il faut être gros, sinon on meurt dans ce domaine-là. exact, exact. C'est une façon de voir. Avec vous, Sylvain, on a beaucoup parlé de réduflation pour les gens. Je pense que les gens savent ce que c'est. C'est-à-dire pour avoir un prix concurrentiel, ben, on enlève un peu de quantité, on rapetisse les biscuits Oreo, on rapetisse les quantités. Les Toblerone, ils ont des étages de moins, tout ce que vous voulez. On a connu ça. Mais moi, j'ai eu comme un réveil cette semaine quand je suis allé faire un tour. 2 à 3 fois par année, ma blonde et moi, on va au McDo.
On se dit, on va chercher un trio, mais on n'est pas des amateurs, mais une fois de temps en temps, un petit craving de McDo. Fait qu'on va chercher un trio, quart de livre. Et là, évidemment, la facture arrive. Puis là, je m'attendais à ce que ce soit plus cher, je sais. Là, mais tu sais, quand la dernière fois que tu l'as acheté, c'était, mettons, pour 2 trios, 21 pièces, puis là, tu es rendu à 34, tu fais un petit saut pareil. Mais ce qui m'a frappé, c'était même pas le prix. Le prix m'a frappé, je m'y attendais. Par contre, c'est le hamburger lui-même. Moi, la dernière fois que j'ai pris un quart de livre, c'était un gros pain. Vous savez ce que je veux dire? Plus large, avec une grosse boulette. Mais là, c'est plus ça du tout. C'est le pain normal McDo des autres hamburgers, un peu avec peut-être des petits morceaux de sésame dessus. Et une boulette qui était très bonne, c'est pas ça. Mais c'était beaucoup plus petit qu'avant. Là, j'ai dit, OK, est-ce que la réduflation est aussi dans la restauration? Ah ben oui, Sans ça aucun fait doute, OK. longtemps. Moi, je me souviens, quand j'allais à Québec, au Truc. Vous vous Ah souvenez oui, du c'est Truc? Bar-Laurier, ben oui, le troc. Hein? Le Le truc, là, Truc, ah oui, c'était la folie totale dans ces années-là. C'était euh, Big is beautiful, hein. On Oui. avait beaucoup, beaucoup de stock pour le peu d'argent qu'on payait. Mais là, c'est le contraire. C'est le contraire, là. On rationne pour ce qui est des frites. On rationne pour un paquet d'affaires. Ben, les Petite steaks frites, portion. souvent, c'est frites steak. Là. Il n'y a plus beaucoup de steak. Oui, c'est ça. Il faut un microscope pour regarder notre steak. Mais en fait, tu sais, dans le fond, il y a deux choses qui se passent. D'abord, il y Oui. a la gestion des coûts, mais il y a aussi notre conscience par rapport au gaspillage alimentaire. Tu sais, les gens, ils pensent de plus en plus hein, au gaspillage. Puis, bon, les portions, c'est beau d'avoir beaucoup, beaucoup d'alimentation, mais c'est pas tout le monde qui mange. Euh, Autant. ouais, Ouais. c'est ça, exactement. Ouais. Fait que c'est sûr que ça peut changer. Mais donc, les prix au restaurant, dans le fond, ça suit le reste. Là. D'ailleurs, le meilleur gag, je pense que ce qui illustre tout ce qu'on dit là, c'est la fameuse annonce il y a 5 ans de Subway, 12 pouces, 5 qu'on a trouvé très efficace. Mais là, c'est 12 piastres puis 5 pouces. Oui, non, exactement. Oui, c'est ça. Ben, en fait, Subway s'est fait taper ses doigts Ah oui? à quelques reprises. Oui, parce qu'on vend un 12 pouces. Puis souvent, les gens mesurent, puis c'est pas 12 pouces. Ah, c'est ça. La réduflation en temps réel. OK. Parlant de prix puis de problématiques pour bien des consommateurs, ça s'explique. Là, ça coûte très cher à faire l'épicerie. Il n'y a personne qui n'en parle pas. Mais je me disais, un des effets corollaires qui doit être direct, même si ça a toujours existé, c'est les vols à l'étalage. Oh mon Dieu, Parce oui. que j'ai vu revenir dans certains gros magasins à Québec, puis ça doit être pareil dans des grands marchés, des gardiens de sécurité qui avaient pu. Là. La dernière fois que j'ai vu, c'était pour la COVID. Mais là, ils reviennent. Puis là, j'ai demandé à un gérant, qu'est-ce qui se passe? On se fait voler comme des cochons. Ça n'a aucun Ouais. sens. Fait que, est-ce que c'est généralisé? Est-ce que le vol a explosé en même temps? Ah oui, on se le cache plus, là. Il y a même Provigo récemment qui mettait des enseignes à l'entrée de certains magasins au pays. Je ne sais pas si ça s'est passé à Québec, mais on mettait une enseigne comme quoi on avertissait les gens à l'avance qu'on était pour peut-être vérifier leur reçu. Ça, je ne l'ai pas vu. Euh, Non, ouais, moi, j'ai pas vu ça. ça a été, on va le dire, là, ça a été mal reçu par les consommateurs. Ils n'ont pas aimé ça. Parce que, contrairement à Costco, qui Ils le font, Costco, non? ils le font à tout le monde. Mais là, on parle de façon aléatoire, OK, là. aléatoire, OK. Ouais, aléatoire. Fait que les gens n'ont pas aimé ça. Fait que je pense, je sais pas s'ils ont fait une annonce, mais ça s'est tranquillement, pas vite, on a enlevé les panneaux. Fait que j'ai l'impression qu'on a compris le message. Bon, ouais, mais c'est sûr que c'est un problème, là, c'est clair. Le vol, ben Ouais. oui. Puis je me posais la même question avec les caisses autonomes, parce on est devenu caissier à 60 ans. Je ne pensais jamais que je serais caissier d'une épicerie à 60 ans. C'était pas mon rêve de jeunesse, mais c'est ça la réalité souvent. Et je me disais, coudonc, comment ils font pour contrôler ça? Je comprends très bien que si tu mets 3 items, ça va dire qu'il y a un objet inattendu. Mais d'abord, ces machines-là n'arrêtent pas de parler. Ils parlent plus que moi. Puis moi, je suis une grande gueule. La fille qui surveillait, elle dit, ça n'a pas de bon sens, ça n'arrête pas de parler, ces machines-là. Ça n'est Ouais. Mais les gens, d'une certaine façon, s'habituent pareil, parce que moi, il y en avait 2 à mon épicerie, on est rendu qu'il y en a 8. Là. Finalement, Ouais. on comprend que c'est pas le métier d'avenir, c'est probablement pas caissier ou caissière. Là. Non, non, pas vraiment. Puis on le voit là, de plus en plus, on nous encourage d'utiliser des caisses libre-service. Vous, ça vous dérange Euh, pas comme consommateur, Sylvain? Ça fait votre affaire ou comment vous voyez ça? Ça dépend. Si j'ai 5 à 10 items, non. Avec 50, ça commence à me déranger. Tu sais, c'est d'ouvrage. Puis on ne paye pas pour. Tu sais.
Fait que Ouais, je c'est ça comprends. qui est. Ben, c'est pour ça que la fidélisation, ça revient quand même important parce que là, les gens vont dire ben il faut adhérer, oui, mais c'est parce que c'est pour ça que souvent, moi je pense que au sein de programmes de fidélisation, ils devraient récompenser ceux qui utilisent les caisses libre-service, tu sais, donner plus de rabais, etc. Moi, j'ai toujours dit, c'est que si les caissières ou si les bannières veulent qu'on fasse plus d'ouvrages en faisant notre épicerie en sortant du magasin, c'est correct. Mais en retour, les bannières devraient offrir aux consommateurs quelque chose. Puis les programmes de fidélisation, en fait, sont un mécanisme de récompense qui est potable. Mais l'autre aspect de ça, c'est que si on est en train de faire disparaître un métier qui existe depuis la nuit des temps, est-ce qu'on n'aura pas une tendance à la syndicalisation dans les grandes entreprises? Est-ce que c'est une chose qu'on voit à travers le pays? Ah Les en- mon Dieu, ben, il y a déjà quand même, quand on regarde la distribution alimentaire au Canada, il y a déjà 140 000 personnes qui sont syndiquées déjà, là. Ah, quand même, OK. Ouais, puis même Métro, récemment, dans la région de Toronto, il y a 26 magasins qui se sont syndiqués là, dans le dernier mois, là. Fait que, et puis là, on va renégocier des conventions collectives, là. Ça va brasser, là. On s'attend même peut-être à des fermetures temporaires, là. Donc, ça va brasser pas mal. Et puis, je sais que le syndicat qui représente la majorité de ces 140 000 employés-là, est très, très agressif. Alors, moi, je m'attends à ce que ça brasse un petit peu dans le secteur d'ici les prochains mois, là. Est-ce que vous êtes surpris, Sylvain, de voir que l'inflation alimentaire américaine et canadienne est à peu près semblable depuis une couple d'années? Moi, ça m'a étonné. Je dis peut-être que Non, non, c'est pas étonnant. non. Ce qui est particulier avec les États-Unis, c'est que Euh, dans le cas de l'inflation alimentaire, si vous regardez les données aux États-Unis, Mhm. au niveau de la restauration, en fait, les prix explosent, tandis que l'inflation en magasin est à peu près le même qu'au Canada, tandis qu'au Canada, c'est le contraire. L'inflation alimentaire en restauration est moindre que l'inflation en magasin, ce qui est particulier. Ça veut-tu Euh, dire que les propriétaires de restaurants absorbent une partie des coûts? un petit peu, parce Mhm. que c'est Mhm. sûr que, tu sais, au Canada, il y a eu en fait, on recalibre l'offre et la demande, là. Là, on est 3 ans après le début de la pandémie, là, fait que les choses comme se normalisent un peu. Il y a beaucoup moins de joueurs sur le marché, surtout dans les centres-villes, là. Je sais pas que ça a l'air à Québec, là. Ça fait longtemps que j'ai pas été au centre-ville de Québec, là, ou dans le Vieux-Québec, mais à Montréal, ici, à Halifax, à Toronto, à Calgary, il y a beaucoup, beaucoup de locaux qui sont vides. Parce que c'est beaucoup plus difficile de sortir, mais ça ne veut pas nécessairement dire que les gens dépensent moins. C'est qu'ils sortent plus à la maison. Ah, ça, c'est clair. Vrai. Mais Ouais. les locaux vides, d'abord, pour répondre à votre question, parce que moi, je vis à Québec, en Haute-Ville, depuis quelques années. Effectivement, il y en a. Il y en a. C'est pas pour paraître mieux, mais vous savez à quel point le tourisme est très fort à Québec. C'est probablement avec le Ben, la ville de Québec, c'est une économie qui est beaucoup plus stable. Tu ouais, sais. pour mille Ouais, raisons qu'on a donné d'abord des centres de recherche qui sont très forts, c'est ça. des 22 000 employés dans le monde de l'assurance, c'est des jobs C'est ça. stables, total. À peu C'est ça. près 30 de la population qui travaille pour le gouvernement, ça fait quelque chose de stable, d'une part. Et le tourisme, quand on ne peut pas le nier, est très fort à Québec. Puis c'est une ville Ouais. qui est parmi les meilleurs restaurants au Canada. Puis les Américains, il y en a qui aiment voyager à l'européenne, mais sans traverser l'Atlantique. Fait que tout ça ensemble, ça fait qu'il y a quand même beaucoup d'activités, particulièrement dans le Vieux-Québec. C'est très, très actif. Il y a beaucoup de touristes dans le Vieux-Québec. Mais c'est vrai que si vous allez à Québec, Sylvain, avec votre femme, vous allez plus aller dans le Vieux-Québec faire un tour au château que d'aller dans le Haut-de-Charlebourg. Exact. Comme n'importe où ailleurs. Si on va à Paris, puis vous dites, ah, je suis allé à Paris, mais je suis allé au Parc Monceau, puis je suis allé voir le château de Versailles. Puis t'es-tu allé voir la Tour Eiffel? Ah, pas le temps. Non, non, tu vas à Paris, tu vas aller Ouais. voir les grandes attractions. Fait, par Ouais. définition, c'est ça. Donc, c'est pas comment dirais-je, pas un bon exemple, le centre-ville de Québec, parce que c'est très touristique aussi. Ouais. Mais ailleurs, aussitôt qu'on sort un Effectivement. peu, il y a des problèmes. Ben oui, des problèmes, Ouais. c'est... Non, absolument. Je voulais vous laisser, je voulais qu'on se laisse sur un dernier sujet, mais que moi je trouve intéressant, c'est la fraude alimentaire, parce que je sais que ça existe depuis longtemps. J'en ai déjà parlé avec Isabelle Huot, qui m'avait dit que c'est un vrai problème, Ouais. disant entre autres que parmi les produits, puis c'est très dur pour nous comme consommateurs de savoir si on se fait flouer ou pas, mais je veux juste savoir, parce que c'est sûr que vous connaissez ça aussi comme chercheur, ce que je savais, moi, c'est les produits les plus dérivés de leur essence. Il y avait l'huile d'olive, le miel, les épices,
le poisson, le jus de fruits et les produits alimentaires biologiques. Donc, est-ce que c'est encore ça? Y a-t-il des nouveaux joueurs qu'on va tripoter pour changer ou mettre du faux? Ben, en fait, récemment, l'Agence canadienne déposait son nouveau rapport sur la fraude et puis à chaque année, on le fait, là, on teste 800 échantillons. Mhm, euh, pour s'apercevoir en fait que le nombre de cas de fraude est à la hausse au Canada. mhm. Légèrement, mais quand même. Le miel, parce on s'attarde à évaluer 6 catégories où on retrouve beaucoup de fraude historiquement. Poisson, épices, L'huile d'olive, huile, ça, beaucoup, hein, l'huile c'est ça. d'olive, beaucoup. Ouais. Ouais, miel, et viande. Cette année, on a ajouté une catégorie. Donc, c'est certain qu'on s'attend à des taux très élevés, mais cette année, il y a eu une hausse là, comparativement à l'année passée, malheureusement. Mais c'est le miel qui a augmenté le plus à 11%. Et comment veux-tu Euh, contrôler ça, de savoir si c'est du miel d'origine ou du miel qui a été, auquel on a ajouté un autre produit? C'est Comme très difficile. consommateur? C'est très Ah dur pour oui. nous autres. Ben, je sais pas moi, disons qu'on dit, je sais pas moi, que c'est du miel de trèfle. Mais c'est du miel de d'autres choses. Ou des fois, c'est dilué. C'est malheureusement, là, tu sais, les abeilles, là, faut pas se fier sur eux, là. Ben, c'est ce qu'on disait. Là, dans ma famille, on a par alliance, évidemment, mon fils est marié à une Italienne, puis eux autres, ils ont un oliveraie, donc ils font de l'huile d'olive. Ah ouais, Ils OK. disaient l'huile d'olive. Il y a tellement souvent d'autres sortes d'huile mêlées à ça, puis à petite quantité, mais qui font une différence sur le volume. Fait que c'est d'avoir de l'huile d'olive de haute qualité, de première qualité, tout ça, souvent, malheureusement, mais je vais avoir votre avis là-dessus aussi, souvent le prix va faire foi d'une partie de la réponse. C'est ça, et non, exactement. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Puis moi, je pense que c'est une bonne chose que l'agence fait des tests. L'agence prend la fraude au sérieux. Ce que j'ai trouvé particulier, c'est que le rapport a pas vraiment été communiqué auprès du public. En fait, le rapport a à peu près un mois, là, puis il n'y a personne qui en a parlé. Alors, moi, j'ai écrit quelque chose dans la presse là-dessus, puis ça a attiré là, un peu l'attention. C'est important d'en parler et si les gens, en fait, soupçonnent quelque chose, n'importe quoi, par exemple, si vous achetez quelque chose qui est bio, mais c'est pas nécessairement bio, ou si vous pensez que le produit est importé, qui a été vendu comme produit québécois, vous pouvez le rapporter auprès de l'agence. Si vous le rapportez, ils vont faire enquête. Mais y en a-tu des fois, des random, là, je sais pas, des responsables qui vont aller vérifier ça par hasard, juste voir, je sais pas, ça prend des plaintes pour qu'on vérifie? Ouais. OK, Ouais, eux, OK, ils vont faire des tests de façon aléatoire. OK, Ça, c'est OK, une chose, ça fait partie de leur programme. Mais OK, si eux, ils vérifient, l'agence ne vérifiera pas à moins qu'il y ait une plainte. OK, c'est Ouais. comme ça que Puis ça il y a fonctionne. une ligne, vous pouvez envoyer un courriel au bureau des plaintes de l'agence, là. Ils ont une équipe pour la fraude alimentaire particulièrement. Alors, si on contribue beaucoup, ils nous envoient-tu une boîte de miel? Là? C'est Mais ça. du faux Des- miel, Sylvain. C'est ça, du miel passé date. Hey, merci beaucoup de nous avoir parlé. Venez faire un tour à Québec, là, on n'est pas sorteux. Ah ouais, absolument. Au Merci, revoir. Gilles. Bye.